qui m'a fait venir dans son bureau, mais qui était aussi une chambre. C'est là que finalement, il m'a fait d'abord baisser le pantalon, puis le slip, et voilà, il a regardé, il a touché. Voilà. Et là, j'ai senti vraiment qu'il se passait quelque chose d'anormal. Et nous étions au tout début du camp, j'étais arrivé depuis à peine 1 heure. Chers amis, les actes pédophiles, ces crimes si graves, brisent l'innocence et l'intégrité d'enfants et de jeunes. 130 évêques rassemblés pour une messe de pardon. Tout le haut clergé français contraint de s'excuser face au plus grand scandale de son histoire, les affaires de prêtres pédophiles. Il nous faut sortir du trop long silence coupable de l'Église et de la société et entendre les souffrances des victimes. C'était un moment où il y avait les matchs de football. J'avais des copains et on se réunissait tous chez lui pour le match de football, quoi. Et puis selon les jours, soit c'était moi, soit c'était un autre. Et le jour où c'était moi, en fait, j'étais allongé à côté de lui. Et je dormais déjà. Et il a pris ma main et l'a mis sur son sexe. Et ça a commencé comme ça. Il n'y a pas eu que fellation. Et c'est toujours aussi dur d'en parler. Il y a eu sodomie envers lui. J'avais 10 ans et j'ai été violé par le père d'Étré à la Madeleine. Oui, il nous faut oser regarder en face le scandale du péché qui atteint l'Église tout entière. 130 évêques confrontés à la colère des centaines de victimes qui, aujourd'hui, sortent du silence. J'avais 11 ans. J'ai été agressé sexuellement par un prêtre prédateur au petit séminaire de Toulouse. La nuit, ce père, de temps en temps, faisait la surveillance du dortoir. Et il marchait, boum, boum. Et je l'entendais venir, boum, boum. Puis quand il arrivait à hauteur de mon box, c'était des box à hauteur d'homme, il s'arrêtait. Et j'entendais sa respiration. Et moi, j'étais dans mon lit. La terreur, mais la terreur, l'angoisse, quoi. La peur qu'ils reproduisent, qu'ils viennent, qu'ils ouvrent le drap, j'en sais rien, moi, qu'ils viennent encore m'agresser. Là, j'ai encore le cœur qui se pince, là, oui, c'est une angoisse forte, une peur d'enfant, une peur terrible. On n'attend pas ça d'un prêtre, on n'attend pas ça de l'Église. Ce mal, nous avons pu en être complices, nous, évêques, par notre silence, notre passivité. Le haut clergé français, accablé par les révélations des victimes, sur ses mensonges et ses dissimulations. J'avais 10 ans. J'ai été victime d'agressions sexuelles de la part du frère Ange à l'école Saint-Félix-Kerlois, à Hennebon. Devant ses responsables, il a donc avoué les faits. On lui a dit « tu sais ce qu'il te reste à faire, frère Ange ?» Et il a dit « oui, donc je m'en vais ». Et après, ils l'ont muté dans une école mixte, avec plus de 400 élèves, dans un autre département. C'est des hommes d'église, comment ils ont pu laisser faire ça? Ouais, ils ont couvert tout ça, c'est l'horreur, quoi. Dénoncé pour ses pratiques, menacé dans son existence même, l'Église catholique face à la crise. Oui, il nous faut, comme le demande le pape François, demander pardon pour les péchés commis par les autorités ecclésiastiques qui ont couvert les auteurs d'abus et ignoré la souffrance des victimes. Aujourd'hui, l'Église, est sur une position de demande de pardon et de besoin d'action, mais aujourd'hui, elle doit faire le ménage aussi chez elle et parler réellement de ces problématiques-là. J'avais 13 ans, j'ai été victime du père Pierre de Castelet à Arthès-d'Asson dans les Pyrénées.
Le sens du combat, c'est essayer de faire bouger les lignes, affaire par affaire, et faire reconnaître à tous ces responsables d'église qui ont enfoui toutes ces affaires, leur faire admettre leurs responsabilités par rapport à ce silence, qui est complice, un silence complice. Amen. Enfants, ils disent avoir été abusés par un prêtre pédophile. Aujourd'hui, ils sortent du silence. Des victimes de tout âge et de partout en France témoignent à visage découvert et dévoilent un système d'étouffement des affaires, peut-être aussi ancien que l'Église. Tous parlent grâce à Bertrand, François et Alexandre. Les 3 Lyonnais qui ont fait exploser le scandale en France en 2016. Jusque-là, des affaires de prêtres soupçonnés de pédophilie émergeaient au fil des années, mais semblaient chaque fois des cas isolés, sans que le système d'étouffement n'apparaisse. Jusqu'à l'affaire Prénat. Bernard Prénat, ce prêtre lyonnais accusé en 2016 d'avoir abusé sexuellement de plus de 80 scouts. L'affaire pédophile de trop, qui fait vaciller l'Église de France. Tout commence à l'église Saint-Luc de Sainte-Foy-les-Lyons en 1970, quand le nouveau prêtre, Bernard Prénat, crée son propre groupe de scouts, le groupe Saint-Luc, rattaché à aucun autre. 200 petits garçons chaque année, un vivier dans lequel le prêtre aurait puisé pendant plus de 20 ans. L'un de ses premiers scouts est Christian, en 1973. J'avais environ 12 ans. J'ai été violé par le père Prénat à Sainte-Foy-les-Lyons. Ça s'est passé au cours d'un camp. Le père m'avait appelé et c'était, je me rappelle, un petit peu après la veillée, quoi, si on peut dire. Et là, il m'a entraîné dans sa tente. Il a commencé à me déshabiller, à me caresser. Il voulait que je fasse la même chose sur lui. Il fallait que je caresse sur son sexe. Il me faisait la même chose. Il m'embrassait. Et puis, après, il m'a fait des fellations. Il fallait que je fasse... il m'a tiré sa tête vers lui et il fallait que je fasse la même chose. J'étais comme, si on peut dire, un robot, si on peut dire. J'avais plus de... Je pouvais plus répondre ni quoi que ce soit. J'obéissais à ses ordres, si on peut dire. Et puis là, je suis rentré chez moi le dimanche soir. Je me rappelle, il y avait un meuble à la maison dans lequel il y avait des dictionnaires. Et je suis allé chercher les mots qu'il m'avait appris, quoi. Fellation, masturbation. Aujourd'hui, avec du recul, je suis persuadé que les adultes savaient. Mais non, rien fait et rien dit par respect pour l'Église. Pour l'Église, en fait, il ne faut pas entacher l'Église, quoi. La crainte qu'inspire l'Église. Meilleure façon pour le prêtre d'imposer le silence. Christian se tait et aurait subi le père Prénat pendant encore 4 ans. En 1980, c'est au tour de Bertrand. J'avais 9 ans, j'ai été abusé par le père Bernard Prénat à Sainte-Foy-les-Lyons. En fait, l'idée, c'était comment échapper au père Prénat. Donc se faire petit, se faire transparent, disparaître dans le fond du décor. Finalement, on était tous à faire de la figuration, à se dire pourvu que ce soit pas moi, quoi, en fait. On a tous ce souvenir commun qu'on n'a pas inventé a posteriori de quelqu'un qui était gros, gras, au sens suant, qui avait une haleine
particulière, une odeur particulière, et qui fumait le cigarios. Donc en tant qu'enfant, à 8-9 ans, c'était absolument horrible, cette odeur de cigare froid mélangé à de la sueur. Il me serrait très fort contre lui, ses mains, je les sentais dans mon dos, elles descendaient, j'avais une ceinture, donc il mettait les mains sous la ceinture. Il me prenait mes mains pour faire la même chose autour de lui, mais en fait, et puis il me serrait, mais vraiment à étouffer en fait. Bertrand, avec ses mots d'enfant, parvient alors à alerter sa mère. Elle l'a compris, je lui ai dit, je ne sais pas exactement, mais elle l'a su. Et donc elle est allée s'en plaindre auprès du supérieur immédiat du père Prénat, qui s'appelait le père Plaquet, qui lui a fait venir Prénat chez moi. En fait, il l'a envoyé pour qu'il aille s'excuser. Autre époque, hein, quand même. Donc ma mère l'a reçu. Moi, j'étais présent, donc elle m'a envoyé dans ma chambre. Et elle s'est retrouvée seule à seule avec lui dans la cuisine. Et lui apparemment, le ton est monté. Je me souviens très bien qu'il y a eu une esclandre. Et il se serait excusé en disant que plus jamais ça n'arriverait. Ma mère a dû dire dont acte, et s'en est restée là. Pour moi, en tout cas. Étouffer l'affaire dans la grande famille de l'Église. Une solution discrète, mais qui laisse le père Prénat à la tête de ses scouts, où il aurait encore sévi 10 longues années. Parmi ces nouveaux scouts, Pierre-Emmanuel, en 1988. J'avais 8 ans et demi quand le père Bernard Prénat a commencé à abuser de moi jusqu'à mes 10 ans passés à Sainte-Foy-les-Lyons. Il m'emmène dans son bureau qui était situé un petit peu sous le clocher, donc on monte un escalier un peu sombre. J'étais pas très rassuré parce qu'on se retrouvait un peu à l'écart des gens, mais à cette époque-là, j'avais aucun doute, quoi. Je suis un prêtre, un chef, donc bon, je rentre dans ce bureau et au moment où il ferme la porte, là, je sentis un homme vraiment focalisé sur moi. Et donc là, il commence à vous embrasser légèrement sur la bouche, très doucement. Il vous enlève la chemise du short. Ça a dû durer 5 ou 10 minutes, je ne saurais pas dire. C'était très traumatisant. Et puis la peur de vous heurter à l'église, tout simplement, à Dieu. Parce que, gamin, vous avez cette espèce d'image de la religion, de Dieu, qui pour vous est omniscient, omnipotent et partout, et qui risque de vous juger parce que vous allez à l'encontre d'un de ses prêtres. C'était un peu ça ce qui se passait dans ma tête, donc vous subissez, vous vous taisez, tout simplement. Et je pense que pour tous les enfants, c'était la même chose. Trois ans plus tard, c'est grâce à François que le prêtre va être enfin retiré de sa paroisse. François aussi est scout du père Prénat. Lui aussi aurait subi ses assauts à l'âge de 9 ans, en 1990. Mais il alarme aussitôt ses parents, qui réagissent alors fermement. Je suis rentré chez moi, et puis voilà, en rentrant dans la cuisine, j'ai croisé mon frère, en lui disant bah, « Moi, le père Prénat, il m'aime bien, et il m'a même embrassé sur la bouche. » Et je suis monté dans ma chambre, et puis 5 minutes après, j'ai vu débarquer mes parents, qui étaient terrorisés d'inquiétude. Ils m'ont expliqué que c'était pas normal, et n'importe quelle personne adulte ne pouvait pas faire ça avec des enfants. Et que c'était grave et qu'il pouvait aller en prison pour ça. Et ils m'ont posé la question, est-ce que tu veux qu'il aille en prison? Je dis non, moi je veux pas qu'il aille en prison, moi je l'aime bien le père Prénat. Les parents de François s'en remettent alors au diocèse de Lyon, mais par lettre recommandée, en forme d'ultimatum. Nous demandons instamment de prendre dans les plus brefs délais les décisions qui s'imposent, à savoir retirer définitivement dans les jours qui viennent le père Prénat du groupe Saint-Luc, veiller à ce qu'à l'avenir le père Prénat ne soit plus jamais en contact avec des enfants dans ses fonctions sacerdotales. Ses parents appuient leur demande en menaçant de saisir la justice si rien n'est fait. Le cardinal de Courtrai, chef du diocèse, évite alors le scandale en retirant aussitôt le père Prénat de sa paroisse. Il l'oblige aussi à écrire une lettre d'excuse aux parents de François. Une lettre où le prêtre se plaint surtout de son renvoi. Vous savez que je n'ai jamais nié les faits qui me sont reprochés. Ils sont pour moi aussi une blessure profonde dans mon cœur de prêtre. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'on me demande de quitter la paroisse dans les plus brefs délais, comme un voleur, après 20 ans de présence, où je n'ai tout de même pas fait que du mal. Exfiltré par le cardinal de Courtrai, Bernard Prénat quitte discrètement Sainte-Foy-les-Lyons en février 1991. « 23 ans plus tard, Bernard Prénat, dans sa nouvelle paroisse de Roanne, près de Lyon, toujours entouré d'enfants.
Une photo repérée par hasard sur Internet par un de ses anciens scouts, Alexandre, qui dit avoir été abusé dans les années 80. Alexandre devient alors le premier détonateur, celui qui va faire éclater le scandale en France. Je me suis rendu compte que ce prédateur n'avait jamais été inquiété et était toujours en présence d'enfants, mais en plus qu'il était protégé par sa hiérarchie depuis près, alors je ne savais pas au départ, mais je savais que c'était au point depuis près de 25 ans qu'il était protégé. Rapidement, ce qui m'est venu tout de suite à l'idée, c'est de me tourner vers le diocèse. Le responsable du diocèse, c'est désormais le cardinal Barbarin, l'archevêque de Lyon. Fin 2014, Alexandre le somme de retirer le père Prénat de ses fonctions. Mais 6 mois plus tard, lors de la grande messe de Pâques à Lyon, Alexandre découvre que le prêtre est toujours sous l'aile protectrice du cardinal. Au vu de ce qui se passait, c'est-à-dire que ce prêtre était encore protégé, j'ai décidé d'écrire quasiment la même lettre avec des formules de politesse différentes au procureur de la République et au pape. Cette lettre va tout changer. La justice civile, plus réactive que celle du pape, déclenche une enquête de police qui remonte jusqu'à un autre ancien scout. En rentrant le soir, il y a ma femme. Tiens, c'est marrant, il y a un enquêteur qui nous a contactés, enfin qui a contacté mes parents, et moi j'ai rendez-vous pour une audition pour l'histoire du père Prénat. Je ne comprenais d'ailleurs pas en quoi cet enquêteur voulait aller brasser un truc qui avait été complètement réglé et qui plus est par le cardinal de Courtrai, quoi. Je veux dire, on ne pouvait pas taper plus haut que ça, quoi. François découvre à son tour des photos du père Prénat, toujours entouré d'enfants. Tout ça part très vite après. Dans la journée, j'ai appelé le cardinal Barbarin. J'étais convaincu que cet homme-là était plutôt un progressiste bienveillant. Et puis, il me propose un rendez-vous un mois après. J'ai trouvé que son manque d'empressement pour gérer la situation était surprenant. Le jeudi après-midi, je fais mon audition avec l'enquêteur judiciaire. Immédiatement, ma question, je crois légitime, c'est de dire depuis quand le cardinal est au courant. Et il me dit, si c'est un recours contre le diocèse ou contre le cardinal Barbarin que vous voulez, vous y arriverez jamais. Et puis voilà, je me suis dit, je ne peux pas en rester là. Et j'ai commencé à contacter la presse tout de suite. François pensait avoir tourné la page. 25 ans se sont passés depuis son agression. François mobilise les médias locaux et se montre à visage découvert, réveillant alors d'autres anciens scouts de toutes les générations. Une interview à la Tribune de Lyon alerte la femme de Bertrand. Automatiquement, elle m'a envoyé un SMS en disant un message que je n'ai pas compris, du style « Le vieux pépère est de retour », une phrase comme ça. Je n'ai même pas compris, je verrai quand elle rentrera ce soir. Elle m'a envoyé l'article, j'ai lu l'article le 4 décembre, pour être précis, à 20h. Il y avait en bas de page, un contact potentiel pour François Deveau, qui avait laissé une adresse mail, on pouvait le joindre, et un téléphone, donc je l'ai appelé aussi sec le 4 décembre au soir. Et le courant est très vite passé entre Bertrand et moi. On s'est rapidement dit qu'il y avait quand même beaucoup de victimes. Sur ce coup de fil, on s'est dit, mais le sol se dérobait en se disant, mais il doit y avoir des dizaines de victimes en fait. Et encore, je me suis dit, moi j'étais en scout en 80, mais ces scouts ils datent de 70. Donc pareil, si ça se trouve, on est en train de lever un lièvre énorme. Et on a passé les coups de fil un peu à l'improviste. Moi, j'appelais tout le monde, n'importe qui. J'ai des gens qui m'ont raccroché au nez. Et puis surtout, il y a eu des vraies perles où les gens disent « j'ai attendu ce coup de fil toute ma vie, en fait ». J'ai reçu un coup de téléphone de François Deveau. Et là, j'ai eu mon cerveau, ça a explosé, quoi. Je me suis dit, en parlant poliment, merde, c'est pas possible, je croyais que j'étais tout seul. Puis à force de secouer le cocotier, par relation, un jour j'ai quelqu'un qui m'a appelé et c'était Alexandre. Il était déjà effectivement dans un combat, seul contre tous. Il accumulait des mails, des documents écrits, des photos, une sorte de dossier. Et quand on s'est rencontrés au bureau de François, il était sur la défensive en fait, Alexandre. Il l'a reconnu après, il tenait fort son petit dossier dans les mains, il savait pas à qui il avait affaire. Bon, ça s'est vite, il a vite compris qui en était. Et Alexandre a ouvert son dossier. Et on s'est dit, voilà, on a tout ce qu'il nous faut, en fait. On a les preuves. On s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça, maintenant ? De leur rencontre naît une association, La Parole Libérée, avec son site internet et sa page Facebook. 3 anciens scouts d'un même prêtre, qui la veille ne se connaissaient pas, unissent leurs forces contre l'inertie de l'Église. Bertrand Virieux, médecin cardiologue, père de 4 enfants. François Deveau,
chef d'entreprise, père de 3 filles. Alexandre Ezez, analyste financier, père de 5 enfants. Peut-être parce qu'on est des Trenta, des cadras, on a tout de suite utilisé les outils que nous avions à notre disposition. Il faut mettre tout en place pour que notre histoire soit connue et surtout provoquer l'indignation et s'attaquer à un système établi et surpuissant, puisque effectivement on avait vu que toutes ces victimes qui avaient de manière individuelle essayé de parler avaient été réduites au silence. À Lyon, la Parole libérée s'attaque à une culture du secret aussi enracinée que l'Église. Depuis 2000 ans, des martyrs chrétiens aux prêtres ouvriers, la capitale des Gaules est un bastion du catholicisme. Ici, la puissance de l'institution, c'est le cardinal Barbarin. Le chef de diocèse accusé d'avoir continué à couvrir le père Prénat. L'archevêque qui fuit les questions, malgré les premières révélations. Rapidement, on a dit, pour qu'on ne manipule pas notre discours, il faut une conférence de presse, quelque chose de très carré, officiel, contrôlé, etc. Et c'est là où on a quand même passé des vacances un peu studieuses, mais aussi un peu stressantes, à se dire, mais est-ce qu'on n'est pas dans la diffamation? Est-ce qu'on n'est pas en train de marcher sur les plates-bandes de la police? Il faudrait être naïf pour ne pas supposer qu'on est allé quand même asticoter un truc qui vole quand même dans les très hautes sphères. Ça, moi, j'en étais parfaitement conscient. Je m'attendais à un contrôle fiscal sur mon entreprise, je m'attendais à des pressions. J'ai dormi avec une arme à côté de mon plumard, quoi, pendant plusieurs mois. Bon, et ben bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux. Très bonne année. La conférence de presse de la Parole libérée est un coup de tonnerre. Des voix s'élèvent haut et fort face au silence de l'Église. C'est un devoir de père de famille, un devoir d'homme, un devoir d'être humain. Pour la première fois en France, plusieurs personnes accusant un même prêtre de les avoir agressés s'affichent à visage découvert et saisissent la justice. La Parole libérée annonce qu'elle porte plainte contre Bernard Prénat pour agression sexuelle sur mineurs et en même temps contre Philippe Barbarin, archevêque de Lyon, pour non-dénonciation de faits pédophiles. Dès lors qu'on a déposé plainte contre le cardinal Barbarin pour non-dénonciation, c'est là où ça a pris une toute autre mesure, puisque c'est là où on a ouvert une boîte nationale avec des gens qui ont écrit de tous les diocèses, puis internationales. Enfin là, ça nous a vraiment dépassé, quoi. Je me suis retrouvé à faire des interviews par Skype avec des pays étrangers, avec la Russie, avec des dizaines de millions de téléspectateurs, ici, assis, en short, alors que mon fils peut jouer au foot derrière. Enfin, situation complètement que j'aurais jamais pu imaginer. 15 ans après avoir démarré à Boston, aux États-Unis, après l'Irlande, l'Australie, l'Allemagne, la Suisse, la Belgique, la vague du scandale des prêtres pédophiles éclabousse le clergé français à son tour. L'épicentre est à Lyon, où pourtant, depuis longtemps, une voix solitaire sonnait l'alarme. La voix de Christian Terrasse, catholique convaincu et journaliste critique. Fondateur de Goliath, le canard enchaîné de l'Église, il enquête depuis 20 ans sur les prêtres pédophiles et a toujours vu le clergé étouffer la parole des victimes. Ce qui nous a interpellés, c'est l'omerta qu'il y avait dans le système ecclésiastique et l'intériorisation par les victimes du système. C'est-à-dire qu'elles n'osaient même pas dire qu'elles avaient été victimes par un prêtre, de peur de faire scandale sur la place publique par rapport à la réputation de l'Église. Et donc j'ai vu l'émergence de la parole libérée comme une bouffée d'oxygène par rapport à cette chape de plomb, par rapport à cette omerta, par rapport à cette sacralisation du système. C'est par l'organisation en association, c'est par la saisine de la justice que vous pourrez faire établir la vérité sur ce qui vous est arrivé. Des 3 fondateurs, seul François a moins de 38 ans. Lui seul peut attaquer en justice. 38 ans, soit 20 ans après la majorité, c'est l'âge limite pour porter plainte en matière de pédophilie. La priorité de la parole libérée est alors de mobiliser d'autres victimes présumées du père Prénat, assez jeunes pour déclencher un procès.
Grâce à son site internet, l'association en retrouve près de 80, dont 6 âgés de moins de 38 ans, pour lesquels il n'y a pas prescription, comme Pierre-Emmanuel. Je me suis dit, ça y est, il y en a qui ont réussi à parler, donc j'ai écrit un mail. J'ai dit, voilà, je suis Pierre-Emmanuel, j'ai été dans telle sizaine, j'étais au groupe de scouts de telle date à telle date, et j'ai toujours attendu que vous parliez. Et derrière, j'ai Bertrand Virieux qui m'a appelé. Et on m'a donné les coordonnées de la police, que j'ai bien évidemment appelé tout de suite, et j'ai pu porter plainte quelques jours après. Voilà. Bernard Prénat est mis en examen en 2016 grâce à 6 anciens scouts non prescrits. Son procès aura bien lieu. Le prêtre, qui refuse tout contact avec la presse, a reconnu les faits. Le site de l'association a un autre effet, plus puissant encore. En offrant un espace de parole inédit en France, il réveille des centaines de victimes d'autres prêtres pédophiles. Il y avait pendant une période 10-15 messages par jour sur le forum. On a ouvert une boîte de Pandore un peu plus grande que ce qu'on avait supposé. On ne pensait pas qu'il y aurait tant de cas. La parole libérée révèle un fléau national, bien au-delà de Lyon. Des dizaines d'affaires, parfois très anciennes, s'éclairent d'un jour nouveau. Partout en France, des victimes sortent du silence. Victoria, Claudine, Patrick se réveillent trop âgés pour agir en justice. Mais il n'y a pas d'âge pour témoigner. Parmi les premières réveillées par la parole libérée, il y a Victoria. Son histoire est celle d'une enfance saccagée par un homme d'église. Quand Victoria l'a rencontré, elle était un petit garçon, prénommé Sébastien. J'avais entre 10 et 13 ans, j'ai été agressé sexuellement par le père Pouliquin chez les pères maristes à la Verpillière. C'était souvent après les cours de catéchèse, la classe s'en va, je reste seule avec lui et là il ferme la porte. Très vite, il m'assoit sur lui et donc il rentre dans une intimité qui est de plus en plus grandissante jusqu'à ce qu'il ouvre le pantalon, jusqu'à ce qu'il ouvre le slip et qu'il mette les mains. Il se contente de masturber, de caresser, plutôt de malaxer, parce que caresser, c'est il met les mains dedans. Voilà, c'est un petit peu viandard, mais c'est ça. Ça a duré 3 ans. Le prêtre, je suis sûr que lui, il s'est pas posé la question de l'après. Mais l'après, il est énorme. On n'a pas violé que mon corps, on a violé mon esprit. Et c'est le corps, ça se répare, l'esprit, pour le réparer, il y a une solution. Pour ça, il faut se débarrasser des preuves. Et les preuves, pour moi, c'est tout bête. C'est mon corps de garçon. Et à partir du moment où j'ai compris ça, j'ai tout mis en œuvre pour que ce rejet se fasse le plus rapidement possible et surtout le plus brutalement possible. Je me suis couché garçon et je me suis levé fille. Et ça a été une résurrection. La transsexualité a sauvé ma vie parce que ça m'a permis de rejeter un corps qui avait été violé. Voilà. Le fait que j'ai voulu faire disparaître mon sexe d'homme, c'est au moins comme ça, on ne le touche pas. Le père Pouliquin et les autres, plus personne ne pourra toucher ce que j'ai été par le comment dire. On va arrêter. Parce que... J'aurais pu, c'était pas malin, faire avec lui un bout de chemin, ça l'aurait peut-être rendu heureux, mon vieux. Et c'est ainsi que il est devenu elle, que Sébastien est devenu Victoria, meneuse de revue et reine de la nuit. Une autre vie. Pour éloger toutes ces choses-là, tu vois. Le spectacle m'a permis, en fait, d'évacuer ce problème-là. Je me sens comme une guerrière, maintenant. Je me sens comme quelqu'un qui a fait une guerre contre lui-même, qui a fait une guerre contre l'Église catholique. Enfin, moi, je considère que c'est même pas le prêtre qui est responsable, c'est l'Église catholique.
en elle-même qui est responsable. J'avais 14 ans. J'ai été abusée par le père Paul pendant un camp de mouvement eucharistique des jeunes en Auvergne. À la fin du camp, on était partis dans un trajet en bus. Paul s'est mis à côté de moi et pendant le trajet en bus, avait posé sa main sur ma cuisse. En me ramenant chez ma grand-mère, bon, il m'a embrassée sur la bouche. Et puis, toute l'année 74-75 jusqu'au camp 75, il y a eu, si vous voulez, pour moi, une initiation sexuelle. Vraiment une initiation sexuelle, progressive, mais en même temps assez rapide, presque méthodique. Il y a eu donc des contacts qui ont été jusqu'à une pénétration au doigt. L'emprise, elle est physique, mais elle est psychologique, elle est spirituelle. C'est comme un insecte qui serait pris dans une toile d'araignée, quoi. Une relation cachée qui dure toute une vie. Claudine se marie, elle élève ses enfants, mais reste sous l'emprise du père Paul pendant plus de 40 ans. L'apparition de la parole libérée est un déclic. Claudine met enfin des mots sur son histoire. Ce que je qualifie comme de la perversité aujourd'hui, c'est avoir été suffisamment malin pour me faire croire que j'avais le choix. Non, j'ai pas eu le choix, j'ai pas choisi que quand je venais relire mon cahier avec lui, ça se termine, pantalon baissé, non, je l'ai pas choisi. Ça c'est sûr, maintenant je peux le clamer haut et fort. Mais je n'avais pas de mode d'emploi. Et puis, il y a eu une émission de télé où il y a eu François Deveau. J'ai été vraiment estomaquée par leur courage. J'ai dit, non, les gars, chapeau, chapeau. Il devenait clair que j'étais une victime. J'ai compris que j'étais pas responsable de ce qui m'était arrivé. Du coup, il fallait que ça se sache. J'avais 11 ans. J'ai été agressé sexuellement par un prêtre prédateur au petit séminaire de Toulouse. On avait un père spirituel. À l'époque, on appelait ça un directeur de conscience. À un moment donné, il me disait, bon, je vais voir si tu es comme tout le monde. Et il m'a mené devant un bidet. Et là, je baissais mon pantalon, ma culotte. Il me touchait le sexe. Il levait et baissait. Et c'était terminé. Comment voulez-vous que je réagisse? Il m'a enfermé pour presque toute ma vie dans une prison. J'ai connu la parole libérée par la publicité qui en a été faite dans les médias. Puis je suis allé sur le site, je me suis aperçu qu'il y en avait d'autres et que la parole se libérait et qu'on arrivait à parler, qu'on pouvait dire son expérience. Voilà, quoi. Ça y est, je suis libéré, je suis sorti de la prison, quoi. C'est important. Et la parole libérée m'a aidé à ça. Son traumatisme d'enfant l'a longtemps enfermé dans une double vie. Une vie de prêtre d'abord. Patrick a officié pendant plus de 30 ans. Il a été curé de plusieurs églises autour de Béziers et de Carcassonne. Un prêtre apprécié de ses paroissiens. Mais Patrick avait aussi une vie cachée. Prêtre le jour, il fréquentait la nuit venue les bars gays de Toulouse. En homosexuel honteux. J'avais commis un acte sexuel avec un garçon. Je suis rentré dans ma chambre, je me suis tellement écœuré que je me suis flagellé. J'ai pris des fils électriques, un fil... Et pam, pam, je me suis mis la discipline, c'est-à-dire à l'ancienne, quoi, un petit peu. J'étais incapable d'assumer ce que j'étais. Comme ma sexualité avait été plongée dans ce malheur, j'ai vécu l'homosexualité comme un malheur. À partir du moment où j'ai compris tout ce qui m'était arrivé et comment cette agression sexuelle avait plongé toute ma vie dans la duplicité, parce que c'est ça, finalement, dans la duplicité, quand j'ai été, au clair avec moi-même, je suis allé parler avec l'évêque, lui dire, finalement, ce qui m'arrivait, ce que j'avais subi, les conséquences que ça avait, et puis les désordres que ça avait occasionné dans ma vie. C'est-à-dire que de temps en temps, j'allais courir un peu la campagne. Et bon, là, il m'a répondu, vous êtes un bon prêtre, tout le monde vous aime bien.
Tant que ça reste discret et caché, c'est bon. Voilà, on fait avec ce qu'on a. Oui, c'est un peu d'hypocrisie, hein, voilà, c'est sûr, hein, voilà. Oui, oui. Puis il a écrit à l'archevêque de Toulouse pour signaler qu'un prêtre de son diocèse avait été agressé au Petit Séminaire, etc. Et là, la machine s'est mise un peu en route avec Toulouse, mais très lentement, parce que quand vous écoutez les évêques avec ces affaires de pédophilie, vous entendez deux choses. Oui, j'ai entendu des victimes. Je n'ai pas pris conscience immédiatement de la gravité de la situation, et maintenant je vais y faire face. Voilà. Donc ça, c'est des éléments de langage, quoi. Hein. Ils sont un peu à l'ouest avec ces histoires-là. L'évêché de Toulouse n'a jamais inquiété son prédateur. Patrick, lui, a fini par se paxer avec son compagnon, Rudy. La sanction a été immédiate. Patrick a été suspendu de ses fonctions de prêtre par son évêque. Ce qui compte maintenant, c'est ma situation pour eux. Je suis exclu. Voilà. Mais l'origine, la pédophilie, l'acte ignoble qui a été commis, ça passe au deuxième plan. Enfin, voilà, quoi. Humainement, ça vaut rien. C'est ça l'épiscopat, je sais pas. Je me pose des questions, quoi. Vous pouvez pas apporter une souffrance indéfiniment, quoi. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Et comment ça s'arrête? Eh bien, voilà. Quand on témoigne à visage découvert, qu'on dise qui on est et ce qu'on a vécu, là, ça commence à s'arrêter. Ou alors c'est la mort. Ben, j'ai choisi la vie. Patrick, Claudine, Victoria. Sortis trop tard du silence pour éviter la prescription, mais sortis à temps pour soutenir le combat de la parole libérée. Un combat qui cible désormais les plus hauts responsables de l'Église. À Lyon, l'affaire Prénat est devenue l'affaire Barbarin. Le cardinal est sous pression, accusé par la parole libérée de n'avoir pas dénoncé le père Prénat à la justice alors qu'il connaissait son passé depuis au moins 10 ans. Moi, j'ai 45 ans. D'après ce qu'il a pu dire en audition, il était au courant en 2005 pour l'affaire Prénat. Il y a 10 ans, j'étais pas prescrit. Il y a 10 ans, s'il avait mis le sujet sur la table d'un point de vue judiciaire, j'aurais pu prétendre à porter plainte contre le père Prénat. Et ça, on est 60 à 65 victimes concernées comme ça, en fait. Si ça, c'est pas une erreur de négligence, au minimum, d'avoir empêché à 65 victimes potentielles de régler leur compte avec leurs prédateurs, ben, je sais pas ce que c'est que la négligence. Entendu par les juges, pourchassé par les médias, le cardinal s'empêtre dans les dénégations. L'affaire Barbarin devient une affaire d'État. Le seul message que je puis faire passer en responsabilité, sans prendre sa place, sans me substituer à l'Église de France, sans prendre la place des juges, puisque une enquête est aujourd'hui ouverte, c'est de prendre ses responsabilités. Un appel à la démission que le pape François lui-même semble à son tour relayer. Un obispo que cambia a un sacerdote de parroquia cuando se detecta una pederastía es un inconsciente y lo mejor que puede hacer es presentar la renuncia. ¿Clarito? Bueno. Le cardinal Barbarin sort de son mutisme et donne une conférence de presse pour se défendre. Mais bien tard et bien mal. Pour ma part, je veux dire avec la plus grande force que, bien sûr, jamais je n'ai couvert le moindre acte de pédophilie. Ça fait 17 ans que je suis évêque. Ça m'est arrivé 2 fois d'avoir connaissance de faits par une personne qui vient me le dire. Le cardinal Barbarin savait qu'il y avait un problème avec ce prêtre. Il était au courant dès le début des années 2000 et il commence à réagir sous la pression des événements 15 ans après. Là-dessus vient la question de faits anciens. Au détour d'une phrase maladroite, le cardinal dévoile sa stratégie de défense dans un lapsus dévastateur. Dramatique. Y a-t-il prescription ou pas? Prescription juridique, peut-être, le droit va le dire. La majorité des faits, grâce à Dieu, sont prescrits. Dieu merci, les faits sont prescrits. C'était une argutie pour pouvoir bouter en touche et se dédouaner d'une responsabilité historique. C'est-à-dire que les faits seraient prescrits, ça donnerait bonne conscience à l'Église pour ne pas s'interroger sur ses pratiques et sur son fonctionnement.
Sauf que fait prescrit ou pas prescrit, le cataclysme est là, quoi. Hier, lors d'une réunion avec les prêtres du diocèse de Lyon, le cardinal a admis des erreurs. Le cardinal lâche du lest, mais pas la barre. Contesté au sein même de son diocèse, il provoque une réunion de crise des prêtres lyonnais pour resserrer les rangs. Mais à la sortie, l'un d'eux dérape, trahissant tout le déni du clergé profond. Je ne comprends pas quand même qu'ils aient attendu si longtemps, que les gamins disaient à l'époque qu'ils étaient les chouchous du père Prénat, ils en étaient fiers. Alors est-ce que ces gamins étaient très normaux? C'est une question que je me pose. Être fier quand on se fait ploter, ça me paraît curieux quand même. Déstabilisé, le cardinal Barbarin est sauvé par le pape François, qui le reçoit au Vatican. Malgré sa déclaration sur la démission des évêques, le pape confirme publiquement son soutien à l'archevêque de Lyon. Aujourd'hui, on est quand même dans un pays qui tolère à la plus haute place quasiment, enfin, le premier évêque de France, qui a clairement replacé à plusieurs reprises des prêtres pédophiles, qui savaient pédophiles. On vous l'a prouvé, c'est écrit, c'est marqué, il y a eu des enquêtes, il y a eu des auditions, il l'a avoué, etc. Malgré ça, il est reçu par le pape et on reste là-dedans. Qu'est-ce qu'on va faire? On va s'immoler sur la place publique pour que ça percute? Ce ne serait pourtant pas la première fois qu'un évêque français défie les lois de la République. En 2000, Pierre Piquant, l'évêque du Calvados, s'en était même glorifié. Pour la première fois depuis la Révolution française, la justice va condamner un évêque. 3 mois de prison avec sursis pour ne pas avoir dénoncé les actes pédophiles de l'abbé Bisset. L'abbé Bisset est condamné à 18 ans de prison pour agression sexuelle sur une quinzaine d'enfants. Son évêque, Pierre Piquant, au courant de sa pédophilie depuis des années, est condamné à 3 mois avec sursis pour ne pas l'avoir dénoncé, comme la loi l'y obligeait. Devant le tribunal, il assume. Lui avez-vous demandé de se dénoncer? Je lui en ai parlé, mais je ne lui ai pas imposé, répond Monseigneur Piquant. L'avocat des victimes insiste. Aujourd'hui, le dénonceriez-vous? Non, répond l'évêque. Lorsque Monseigneur Piquant, après avoir été condamné, va à l'Assemblée de Lourdes, à l'Assemblée plénière de Lourdes, un mois après, il reçoit une standing ovation de la part de tous ses confrères comme héros qui a résisté à la justice de la République. Et je dirais quelque part, l'Église catholique, et notamment avec le cardinal Barbarin, elle est toujours sur ce schéma-là. Elle est, j'allais dire, infaillible. Et c'est cette infaillibilité de l'Église catholique qui fait qu'elle a du mal à se mettre à genoux, à demander pardon et à faire passer la justice. Protéger ses membres de la justice des hommes. Une pratique ancienne de l'Église, qui plonge ses racines dans les profondeurs du Moyen-Âge. L'historien Arnaud Fossier a étudié le système dit de pénitence, mis en place autour du XIIe siècle, pour gérer en interne les affaires délicates. Dès le Moyen-Âge, l'Église met en place des mécanismes, des procédures qui lui permettent d'étouffer les scandales commis par les ecclésiastiques, selon un principe qu'elle appelle elle-même le principe de correction fraternelle. Par exemple, des prêtres ayant commis des crimes, pas seulement sexuels, peuvent être envoyés à Rome pour obtenir le pardon du pape en personne. Et parfois, le prêtre pourra être rétabli dans ses fonctions ou changer de paroisse éventuellement si l'on craint que le scandale n'éclate dans sa paroisse d'origine. Ce qui est intéressant, c'est que ce principe de correction dite fraternelle est repris dans le Code de droit canonique de 1983. L'Église doit toujours privilégier les moyens de la correction secrète, plutôt que les poursuites pénales contre les ecclésiastiques délinquants ou criminels. 800 ans d'affaires étouffées en secret. Pourtant, bien avant la parole libérée, d'autres victimes avaient entrevu cette mécanique du silence. David, Audrey, Olivier, chacun dans son coin, lors de procès passés inaperçus, avaient déjà mis en lumière la complicité du clergé. David est un rescapé.
Il a été toute son enfance la proie d'un pédophile en série, Philippe Détray, un prêtre qui a violé des dizaines d'enfants dans le nord de la France, de paroisse en paroisse, sans jamais être inquiété par sa hiérarchie. Jusqu'à ce que David provoque son procès, le père Détray a profité pendant 35 ans de son aura de prêtre pour tromper la confiance des parents et abuser leurs enfants. Il a fallu que David, devenu père de famille, fasse une tentative de suicide pour qu'il dépasse sa souffrance. J'avais peur de devenir comme lui, en fait. Et je voulais pas mettre les mains sur mes enfants ou sur d'autres enfants. De penser que j'allais devenir comme lui, ça me pourrissait. Et je voulais en finir. Je suis monté en haut au grenier, j'avais les 3 enfants en bas. Et mon ex-femme qui était partie se balader. Là. Et en fait, j'avais déjà la corde au cou et j'allais me jeter, en fait. Et au moment où j'allais me jeter, oui, elle est arrivée et elle a hurlé. Mais elle a hurlé comme jamais je l'avais entendu hurler, quoi. Alors aujourd'hui, j'en rigole parce que, voilà, parce que je l'ai vu courir. L'avoir hurlé et partir aussi vite que ça j'étais quelque part choqué. Et quelque part, ça m'a réveillé. Et c'est là que David, il nous a sorti Volo. Il n'arrivait pas à le dire. Il n'arrivait pas à le dire, ouais. Il a dit l'abbé Philippe, il m'a violée. Mais il n'a pas dit comment il a fait. Mais je dis ah bon, mais j'ai resté bouche ouverte. Parce que David, depuis l'âge de 6 ans, jusqu'à sa majorité quand même. Je sais pas pourquoi je l'ai pas vu. Les parents de David dénoncent alors le prêtre à la gendarmerie de Dunkerque. Il s'appelle l'abbé Détray Philippe. Et oui, vous avez bien lu, connu partout comme un très grand prêtre, gentil, recueillant. Mais voilà derrière ce visage, innocent, se cache un pédophile. C'est ainsi qu'en 2011 est démasqué Philippe Détray, ce prêtre qui a fait partie de leur famille pendant plus de 20 ans. Violette faisait la cuisine, Jean-Luc servait de chauffeur, pendant que le prêtre abusait de David, mais aussi de son petit frère, Jean-Philippe, dont le père Détray était même le parrain. Le jour où David il me l'a dit, j'ai appelé Jean-Philippe, j'ai dit « Est-ce que ton parrain t'a touché? T'as intérêt à me le dire, je vais le savoir. » Et puis il a fait « Non, non. » Et puis je dis « T'as intérêt à me le dire, j'ai vraiment crié dessus. » Il dit « Il m'a juste touché, il m'a juste dit de le caresser. » J'avais 10 ans, j'ai été violé par le père Détray à Dunkerque. En fait, on va dire que c'était une obligation d'aller avec lui dans le lit, en fait, pour dormir avec lui. Mais on ne dormait jamais. Parce qu'il y a une fois aussi, j'avais entendu du bruit, il rigolait. Nous, on était en bas, lui, il était au-dessus. Puis j'ai crié, j'ai demandé qu'est-ce qui se passait, puis il a répondu « C'est rien, c'est Jean-Philippe qui me fait des chatouilles aux pieds. » Mais en fait, c'était autre chose. Il cachait énormément bien son jeu, en fait. Mais il nous a tellement bien embobiné que, comme on dit, on donnerait le bon Dieu sans confession. Mais tous mes petits-enfants, ils ont été baptisés par cet enfoiré. Un prêtre. Qui c'est qui va se méfier d'un prêtre? Il faisait des réunions dans les paroisses, enfin dans les pièces communautés, pardon. Et il demandait si on pouvait faire à manger, tout ça pour les prêtres. Comme ils étaient à 7 prêtres à peu près à Los à Dunkerque. Ils étaient à 7 prêtres, c'est là qu'ils parlaient de œufs de cul, machin de fesses, tout ça, vous savez. Quand je devais aller porter les plats, je demandais toujours à mon mari d'y aller parce que j'étais gênée. On allait à la plage avec et ouais, il y a eu un moment particulier, c'est que devant mes parents, il s'est mis tout nu. Il y avait tous les gens qui passaient autour de lui et tout. Et il nous a regardé mes parents, il a dit comme ça, vous avez jamais fait la guerre? À un moment donné, il se croit, ça se croit intouchable. Hein.
Le père Détré a trompé bien d'autres familles et fait bien d'autres victimes, plusieurs dizaines en 35 ans. Il a sévi dans chacune de la dizaine de paroisses où son diocèse l'a déplacé, avec une fréquence suspecte. Le Clos, le Berchem, il y a Félos, Lonne-Plage, Gravelines. J'ai déménagé plein de fois. Il y a les curés, ils déménagent pas autant. Pour moi, ils le savaient. À chaque fois qu'il y a eu des déménagements, je pense que c'est parce qu'il y avait eu des doutes et ils ont fait un transfert. Ils le transféraient ailleurs. Ces doutes ne seront pas levés lors du procès. Philippe Détré, lui, est condamné à 18 ans de prison ferme. Une lourde peine. L'impunité prend fin, la souffrance reste infinie. La seule chose que je regrette par rapport à mon frère, c'est que ouais, je l'ai pas... Quelque part, je l'ai pas protégé. J'ai pas protégé mon frère. Il n'y a que lui qui a eu le courage d'en parler. Donc c'est notre sauveur. Il a ouvert la boîte du silence. Et ça nous a tous libérés. Audrey aussi a compris la complicité du clergé. Bien avant la parole libérée, il y a 25 ans, lors d'une affaire étouffée dans la très catholique Bretagne. Les étouffeurs, ce seraient les frères de Plouhermel, qui gèrent l'école Saint-Félix-Kerlois à Hennebont. Le prédateur, c'était le directeur de l'école, Frère Ange, un religieux qui enseignait aux élèves de CM2. Il plaçait les garçons devant et il mettait les filles derrière. Et il passait derrière nous et il nous caressait. Il mettait donc sa main dans nos chemisiers, à même la peau, et il descendait jusqu'au bas-ventre. Il nous caressait la poitrine, le ventre et même parfois un peu plus bas. Et tous les jours. Je l'ai même une fois repoussé en milieu d'année. Je lui dis « Frère Ange, arrête ». Et je l'ai repoussé. Et lui se mettait à rigoler. De 1988 à 1991, Frère Ange agresse toutes les petites filles de sa classe. Des dizaines d'enfants s'abîmaient, jusqu'au jour où un écolier brise le silence. En novembre 91, il y a un petit garçon qui dit à sa maman écoute, il se passe des choses dans la classe avec le frère Ange, il se passe ça. Elle vient chez mes parents, elle raconte ce que son fils lui a rapporté et là mes parents tiltent en fait. Ils ont demandé une réunion avec les responsables des frères de Plouhermel. Devant ces responsables, il a donc avoué les faits. On lui a dit « tu sais ce qu'il te reste à faire, frère Ange ?» Et il a dit « oui, donc je m'en vais ». Donc il est parti, ils l'ont mis en stage audiovisuel pendant 6 mois. Et après, ils l'ont muté dans une école mixte, dans un autre département. Du coup, il y a eu des pétitions en sa faveur. Voilà, donc il y a plus de 60 parents qui ont signé pour dire que c'était un homme bien. Et qui nous ont accusés de mensonges et qui ne nous croyaient pas. Qui sont venus menacer jusque chez mes parents. Il y a eu des menaces. Le lendemain de la mise à l'écart du frère Ange, ses supérieurs, les frères de Plouhermel, convoquent les parents d'Audrey au siège de leur congrégation pour qu'ils n'alertent pas la justice, pour qu'ils se taisent. C'est ici que mes parents étaient convoqués le lendemain. Ils ont complètement étouffé le scandale en les convoquant dans leur communauté, en les intimidant et en leur demandant de ne rien dire, pour le bien de tous. Ils se sont fait intimider, ils n'ont pas eu de poids face à cette communauté. Parce que cette communauté et la religion a un poids énorme. Un mois plus tard,
Alors que les parents d'Audrey subissent encore des calomnies, le responsable du diocèse leur intime par écrit de garder le silence. Mesdames, Messieurs, vous me dites avoir fait preuve de discrétion. Je le crois en effet, et je ne puis que vous encourager à poursuivre dans cette voie. C'est la meilleure, assurément. Un étouffement en règle qui va tenir 25 ans. Jusqu'en 2017, et un procès passé presque inaperçu, où Frère Ange, face à 14 de ses anciennes élèves, dont Audrey, n'est condamné qu'à une peine avec sursis. Un procès où aucun de ceux qui l'ont protégé n'est sur le banc des accusés. On ne peut pas se satisfaire de ça, il y a un procès qui n'a pas eu lieu. Et ces responsables que mes parents ont vus, avec qui ils se sont entretenus, étaient au courant. Ils l'avaient déjà déplacé, donc ils savaient. Je voulais voilà, que ces gens-là, ces responsables des frères de Pleuhermel qui ont couvert tout ça, soient aussi attaqués et jugés. Et ça, c'est fichu. Ce système implacable, Olivier aussi l'a percé à jour, et même à 2 reprises. Ce catholique pratiquant dit avoir croisé 2 fois dans sa vie un prêtre agresseur. La première fois, c'était en 1993, lors d'un camp de vacances dans les Pyrénées, dirigé par un prêtre. Olivier avait 13 ans. Pierre de Castelet est un prêtre, et dès l'arrivée au camp, il a été très présent. Il est venu vers moi en me disant « Écoute, Olivier, je voulais voir certaines petites choses à éclaircir sur ta fiche médicale. » Donc il m'a fait venir dans son bureau, mais qui était aussi une chambre. C'est là que finalement, il m'a fait d'abord baisser le pantalon, puis le slip, et voilà, il a regardé, il a touché. Voilà. Et là, j'ai senti vraiment qu'il se passait quelque chose d'anormal. Et nous étions au tout début du camp, j'étais arrivé depuis à peine 1 heure. Le père de Castelet aurait fait encore plusieurs victimes avant d'être surpris en flagrant délit par une monitrice. Mais la machine du silence se met alors en marche. Le mouvement religieux qui organise ce camp dépêche en urgence son responsable national, François-Xavier Boca. À ce moment-là, François-Xavier Boca décide de déplacer Pierre de Castelet, non pas dans son diocèse, mais dans un autre camp de jeunes. Et pour moi, je trouve ça, à l'époque du haut de mes 13 ans, je trouve ça totalement irresponsable et totalement aberrant. Et on le signifie d'ailleurs à nos animateurs, mais qui sont relativement impuissants par rapport à ça. Du coup, à l'époque, je n'en informe même pas mes parents, parce que j'ai un peu honte, je trouve ça un peu déplacé, et j'arrive chez moi et je fais comme si de rien n'était. Olivier va grandir à Rodez, fief catholique, rural et enclavé, avec son traumatisme d'enfant enfoui. Jusqu'à ce qu'il se réveille, en 2005. Olivier a alors 25 ans. Toujours croyant, très investi dans son diocèse, il travaille comme animateur dans un foyer catholique dirigé par un prêtre, Bruno Hooper, une figure locale. Le père Hooper, c'était d'abord un ami, c'était mon accompagnateur spirituel. En 2005, l'été 2005, stupeur, des jeunes m'annoncent qu'ils ont été victimes du père Hooper, victimes d'attouchement. Donc je les ai poussés à voir une assistante sociale qui a pu leur parler. Et à partir de là, ça a été dénoncé à la justice. Malgré ces dénégations, Bruno Hooper sera condamné en 2007 à 18 mois de prison avec sursis. Pour Olivier, cette confrontation avec ce prêtre prédateur est un déclencheur. Ça m'a renvoyé à ma propre histoire. Je me suis vu à la place de ces jeunes du foyer qui avaient été victimes, eux, et je me suis dit, mais qu'est devenu l'abbé de Castelet, celui qui avait commis ça sur nous à l'époque? Olivier se lance alors dans sa propre enquête. En cherchant sur Internet, il retrouve la trace du père de Castelet.
Et de fil en aiguille, je découvre que l'abbé de Castelet est toujours au contact de jeunes, mais alors contact très actif puisqu'il était aumônier départemental des Scouts d'Europe du Loiret. Olivier découvre surtout que le prêtre est couvert depuis le début par son diocèse, celui d'Orléans, mis au courant dès 1993. 3 évêques successifs l'ont protégé alors qu'ils savaient qu'un dossier sur Pierre de Castelet existait au sein du diocèse. René Picandet, le premier évêque informé, laisse de Castelet en place et met dans la confidence son successeur, Gérard Daucourt. Lui-même alerté par des parents de victimes, il ne le dénonce pas et transmet le dossier à André Faure, également prévenu par Olivier en 2010, mais qui ne fait rien non plus. Puis vient en 2011 un 4e évêque d'Orléans, Monseigneur Blacquart, qui commence mal. En novembre 2011, c'est Monseigneur Blacquart, nouvel évêque. Il y a à ce moment-là une conférence sur la pédophilie dans l'Église par rapport au diocèse d'Orléans. Pierre de Castelet lui-même était mandaté en tant qu'expert sur les questions de pédophilie dans l'Église. Ça, c'était pour moi la pire aberration qui soit. Je me suis senti trahi par l'Église, par la parole de l'Église, par ses responsables, par 4 évêques successifs. C'est un Olivier en colère qui se rend à Orléans en décembre 2011 pour demander des explications au nouvel évêque, Jacques Blacquart. Mais cet évêque va se distinguer de ses prédécesseurs en dénonçant aussitôt son prêtre. Ce qui s'est passé, c'est que Monseigneur Blacquart n'a pas attendu. Sans détour, il a fait ce qu'il fallait faire. Dénoncer à la justice, écouter les victimes. Je sais qu'enfin, ça sera entendu et qu'une enquête va s'ouvrir. Pierre de Castelet est mis en examen en 2012. On découvre alors son étrange journal crypté, qu'il tenait déjà le 13 juillet 1993, quand Olivier dit avoir été agressé dans les Pyrénées. Le juge a demandé que ce journal soit déchiffré. Le prêtre refuse toute interview. Olivier, lui, sera partie civile au procès. Il le doit à Jacques Blacquart. Bonjour. Bonjour, ça va? L'évêque qui a su transgresser une certaine loi du silence. Chaque fois que j'ai pu parler à des hommes d'église, j'ai toujours senti, notamment par rapport à des questions telles que celle de la pédophilie, j'ai toujours senti un peu une réticence. Quand je regarde par exemple mon propre parcours, je me dis au début, je crois que je suis dans la défense de l'institution d'abord. Enfin, moi, comme évêque, quelque part, quand ces choses-là, j'étais à 100 lieues de m'imaginer que ça pouvait exister. Dans ma naïveté, je sais pas quoi. Et puis, d'un seul coup, quand ça vous arrive, c'est vrai que j'étais un peu sidéré, quoi. Et voilà. Et la sidération fait que, d'ailleurs, on peut ne pas réagir parce qu'on est... on dit c'est pas possible, ou on essaie dans sa tête de, je sais pas quoi, de dire c'est pas possible ou de minimiser et de rester plutôt dans la défense de la famille église, quoi. C'est l'omerta, on n'en parle pas. Rompre la loi du silence. Ce qu'a fait Jacques Blacquart à Orléans, c'est ce que n'a pas fait Philippe Barbarin à Lyon. Le cardinal, qui n'a pas souhaité s'exprimer, préfère mettre en scène sa propre messe de pardon dans sa cathédrale Saint-Jean. Pardon de ne pas avoir sanctionné immédiatement un prêtre pour ses actes anciens, très graves et clairement indignes de son ministère. Pardon de mes erreurs de gouvernance qui ont occasionné un tel scandale. Le cardinal tente aussi d'ouvrir un contre-feu. Un procès canonique pour juger Bernard Prénat, où ses victimes présumées sont invitées à témoigner, comme François Deveau, le président de la Parole libérée. Une procédure religieuse venue du fond des âges, en guise d'écran de fumée. On peut s'interroger sur la potentialité d'une manœuvre
du cardinal Barbarin pour retrouver une confiance perdue. Mais ça, c'est pas possible. Et ça, c'est ce que je leur ai dit. Un système où on fait de la diversion, où on fait semblant, avec des manœuvres dilatoires, genre procès canonique, de vouloir donner un signe à l'opinion publique que l'Église fait quelque chose. Je crois que lorsqu'un système comme l'Église catholique arrive à un tel niveau, c'est-à-dire qu'à la perversion d'un prêtre se croise la perversion d'un système, eh bien on est vraiment dans ce que j'appelle une mafia. Mise sous pression par la parole libérée, la Conférence des évêques de France sort de sa torpeur. Au plus fort de l'affaire Barbarin, l'Église essaye d'apporter des réponses. Le cardinal Philippe Barbarin a dit clairement son engagement et celui du diocèse à travailler loyalement avec la justice. Je tiens à l'assurer de notre prière et de notre amitié. Cette question douloureuse de l'attitude de l'Église face à la pédophilie a occupé une partie importante de notre travail ici même à Lourdes. Notre engagement est clair. La Conférence des évêques de France prend 2 mesures inédites. Elle annonce la création de cellules d'écoute pour les victimes dans tous les diocèses. Et elle nomme un monsieur pédophilie, Luc Crépy, président de la toute nouvelle cellule permanente de lutte contre la pédophilie. Je veux dire, l'Église se reconnaît coupable, et moi, comme évêque, je me reconnais coupable des manquements, des erreurs que font encore aujourd'hui certains responsables, soit de la vie religieuse, soit des évêques, quand on a transféré des religieux de poste en poste, quand on a transféré des prêtres, quand on a voulu préserver d'abord l'image de l'Église avant d'entendre les victimes, eh bien là, c'est grave. C'est grave. Alors, je dirais la première chose, laisser la place à l'écoute, à la rencontre des personnes victimes. Le chemin qui est relativement bref, depuis un an et demi, où on a mis un certain nombre de mesures en place avec toutes ces cellules d'écoute. Et puis je me suis dit, puisqu'ils sont tous en train de mettre en place des cellules d'écoute, il va bien en avoir une à Tours. Je pose ma question sur le site de l'évêché. Votre question est un spam à 80%. Il y avait le mot agression sexuelle. Donc ma question ne pouvait pas être reçue par le site déjà. Ça s'annonçait bien. Et j'interpelle le communicant du site. Celui qui s'occupe du site, puis je dis, voilà ce que j'ai. Moi, je veux poser une question, voilà ce que j'ai comme réponse. Spam. Est-ce que c'est... Bon, voilà ma question. L'important, c'est que ma question puisse arriver. Qu'en est-il de la cellule d'écoute aux victimes dans le diocèse? Il me dit, elle existe. Ah, très bien. Je dis, c'est bien. Je lui ai répondu quand même, il n'y pouvait rien, le pauvre gars, il est en service, il tient le site. Enfin, j'imagine que c'est un bénévole. Voilà, bon. Je dis, ça y est, celle-là, qu'est-ce qu'elle me veut? Je lui dis, c'est bien, mais si elle existe, comment voulez-vous qu'on la contacte si c'est pas marqué? Bon. Ce que je peux simplement vous dire, c'est que, depuis 2 ans, on essaye de faire vraiment avancer les choses. Bon, alors, c'est jamais assez, hein, mais je veux dire, on a malheureusement jamais fait autant. Voilà. Ces lenteurs et ces blocages persistent aussi au sommet de l'Église catholique. Face à un scandale devenu mondial, le pape François prône la tolérance zéro et veut prendre des initiatives concrètes. Il crée en 2014 une commission pontificale pour la protection des mineurs. Parmi ses membres, une victime, l'Irlandaise Mary Collins, abusée par un prêtre quand elle avait 12 ans. Mais 3 ans plus tard, elle démissionne en dénonçant publiquement l'obstruction de la machine Vatican. La raison pour laquelle j'ai démissionné est dit clairement que le travail de la commission et les recommandations du pape étaient bloquées par la bureaucratie. C'est parce qu'on donnait l'impression que tout ce qu'on pouvait faire pour protéger les enfants et les victimes était fait. Et ce n'était pas vrai. La commission a proposé au pape la création d'un tribunal spécial pour juger les évêques qui n'ont pas protégé les enfants. Le pape
pape a approuvé ce tribunal. Il a donné des moyens pour le mettre en place. Et 1 an après, il n'était toujours pas en place. Le pape a donné des instructions pour que tous les départements répondent aux lettres des victimes et de leurs familles. Et derrière les murs, ils ont décidé de ne pas répondre à ces lettres. Parce que c'est l'Église, le haut clergé, ils pensent que ces petites gens ne comptent pas. C'était dur pour moi, en tant que victime. Quand je vois qu'une Mary Collins est obligée de démissionner parce qu'on ne va pas jusqu'au bout de ce qui a été annoncé par le pape, ça pose question sur les marges de manœuvre que ce pape a lorsqu'il fait ce type d'annonce. Je le crois, honnête, intègre sur cette question-là, mais je ne suis pas sûr qu'il soit assez politicien pour mener à bien cette révolution qui est nécessaire dans l'Église catholique pour expurger ce crime de la pédophilie. À ce niveau-là, l'Église agit comme un parti politique. Ça n'a plus rien à voir avec la spiritualité ou la religion. C'est une organisation politique. Au sein du Vatican se joue une bataille politique avec des factions qui soutiennent le pape et d'autres qui le combattent. La bureaucratie est là depuis des siècles. Ils savent faire ce qu'ils veulent, quel que soit le désir du pape. Et ils veulent que rien ne change. Ils ont bloqué le travail de la commission, même ce que le pape avait approuvé, ils l'ont empêché. Je ne pouvais plus rester. L'Église peut décourager bien des victimes. Bertrand, l'un des 3 fondateurs de la Parole libérée, a jeté l'éponge. Avec le sentiment du devoir accompli, mais usé par 2 années de bataille. Je pensais qu'on était arrivé à l'issue de ce qu'on voulait, c'est-à-dire vraiment faire arrêter le prêtre, déjà, faire reconnaître sa responsabilité, et puis essayer d'aller démonter la mécanique du silence de bout en bout, jusqu'aux plus hautes sphères, ce qui a été fait également. Pour moi, le combat s'arrête. J'étais pas prédestiné pour le faire, ce combat. Ça s'est révélé à moi d'un coup, brutalement, en une journée, en une page internet. Ça a été ébouriffant, ça a été très éprouvant. Clairement, la résistance, le degré de résistance usant de l'Église, moi, m'a affecté. Et puis voilà, j'ai une famille, une vie à mener, professionnelle, personnelle, et je cède volontiers la place aux autres. Parmi les autres, il y a Jean-Pierre et Pierre-Jean. Ils repartent au combat grâce à la Parole libérée, en empruntant les mêmes armes. La justice pour Pierre-Jean, les médias pour Jean-Pierre. Quand je travaillais, on m'appelait le bulldozer. Je faisais le bulldozer, c'est-à-dire qu'il fallait que ça avance, ça passait, s'il fallait ça cassait, mais ça passait quand même. Et je fais la même chose avec les jésuites. J'avais 8 ans. J'ai été agressé sexuellement par le père Lamande, prêtre jésuite, dans sa colonie de vacances à côté de Compiègne. Une nuit, je le vois faire une ronde, il était en pyjama, et en passant devant moi, il rentre dans mon lit. Quelques secondes après, il commence à passer la main dans ma culotte de pyjama et de me caresser les fesses. Et là, j'ai un mouvement de recul, instinctif. Et il est parti. Je m'en souviens avec détail, mais ce qui est curieux, c'est que ces images ont disparu de ma mémoire pendant 40 ans. C'est que ça m'est revenu après le décès de mes parents. Et je pense que c'est parce qu'il m'aurait été impossible, enfin j'aurais pu leur en parler, mais j'aurais eu du mal à supporter d'être traité de menteur par mon père. Et donc c'est comme ça que j'explique que la mémoire me soit revenue après et pas avant. Son agression remonte aux années 50. Une époque lointaine, où les affaires de prêtres pédophiles ne sortaient jamais. Quand il se réveille en 2010, son prédateur est mort depuis longtemps. Pour retrouver la preuve de ses méfaits, il retourne au prestigieux collège Saint-Louis de Gonzague, à Paris, où le père Lamande a officié plus de 30 ans. Jean-Pierre veut questionner ses responsables, les jésuites, une église dans l'église.
ma démarche, c'était, s'il y en avait eu d'autres, c'était vrai ce que je disais. Enfin, ça me confortait dans la réalité de ces images que je voyais. Donc j'avais besoin de savoir s'il y en avait d'autres. Et la réponse, ça a été... On ne va pas demander à d'autres, parce que même s'il y en a d'autres, il faut beaucoup mieux les laisser sans remuer cette histoire, parce qu'ils ont atteint, au bout de 50 ans, un certain équilibre, et il ne faut pas perturber leur équilibre. Bon, et là, j'étais scandalisé, parce que pour moi, c'est une non-réponse, c'est l'omerta, c'est on cache tout, surtout n'en parlons pas. Jean-Pierre se lance alors seul à la recherche d'autres victimes, épluchant l'annuaire des anciens élèves. Dans les 48 heures, il y a 300 mails qui sont partis. Et j'ai eu 3 réponses positives des gens qui me disaient « Moi aussi, j'étais agressé sexuellement par ce prêtre ». 3 réponses, ça ne devait pas me suffire. Donc j'ai envoyé 750 autres mails, puisque j'en ai envoyé 1000 en tout à l'époque. Et j'ai reçu donc 7 autres témoignages positifs. J'en ai eu une dizaine en tout à cette époque-là. 10 réponses après le simple mail d'un inconnu. Ceux que réveille Jean-Pierre avaient parfois, comme lui, enfoui leur traumatisme au point de l'oublier. Comme Jean, 73 ans. Mon épisode remonte à 1951, je crois. J'avais donc 7 ans. Ça se passait dans l'appartement où la chambre du père Lamande. Ça a vite tourné à des questions bizarres sur ma sexualité, sur à quoi ressemblaient mes organes génitaux. Cette histoire-là m'a poursuivi toute ma vie. Ah oui? J'en étais même venu à me demander si j'avais pas affabulé. Et c'est lorsque, donc Jean-Pierre, tu m'as recontacté. Tout d'un coup, ça a été, je sais pas, une révélation, en même temps un soulagement de me dire « Ah ben, tout compte fait, c'était vrai ». Fort du soutien d'autres victimes, Jean-Pierre relance les Jésuites. Ils réagissent en créant une cellule d'accueil en 2014. Une cellule plutôt inerte. Le père de Roland, là, qui est le responsable du groupe d'accueil, avait écrit « On fera toute la lumière sur ces affaires-là ». Donc je lui ai écrit en lui demandant « Cette lumière, vous la montrerez à qui ?» J'ai jamais eu de réponse. Ce jour, je n'ai jamais eu de réponse. Pour moi, c'est une stratégie délibérée de l'étraudon. J'amortis les coups au maximum, et puis j'attends que ça se passe. Bon, je veux pas de réponse, je me suis dit, bon, allez, j'arrête, quoi. Et j'ai levé le pied pendant 2 ans. Et je me suis remis aux affaires après La Parole libérée. Donc j'ai fait la démarche vers les médias qu'avait fait La Parole libérée. Et puis j'ai été contacté par France Inter. Et ça n'a pas arrêté. J'ai fait 10 interviews dans la journée. Et j'ai reçu 10 appels téléphoniques d'autres victimes ou d'autres anciens élèves qui voulaient me parler. En s'affichant dans les médias sous son vrai nom, Jean-Pierre Martin Vallas met la pression sur les Jésuites. Leur responsable, le père Grenet, nous a accordé une interview. Une interview que nous avons montrée à Jean-Pierre, qui n'a jamais obtenu de rendez-vous avec le chef des Jésuites de France. Je ne tiens pas à avoir une rencontre devant M. Martin Vallas, avec M. Martin Vallas, devant une caméra, pour régler les problèmes qu'il serait souhaitable que nous puissions régler entre nous. Je lui ai toujours fait savoir que j'étais disponible pour cela. Ça, c'est pas vrai. Alors là, je me porte en faux. Il m'a jamais dit qu'il était prêt à me recevoir. Donc ce que j'ai fait par rapport à ces informations qui m'ont été communiquées, ça a été de rencontrer tous les jésuites qui avaient connu le père Lamande. Aucun de ces jésuites ne m'a dit bah, « écoute, nous le savions », etc. C'est vrai que je n'ai pas fait une déclaration publique sur le père Lamande pour que tous ceux qui auraient été victimes entendent cette déclaration et réagissent. Voilà. Pour moi, c'est de l'hypocrisie pure, parce que, je dirais, La Parole libérée, encore plus que moi, fait la preuve qu'il faut être proactif. Ils ont recueilli 400 témoignages de victimes.
Donc ils se foutent de notre gueule, en fait, les jésuites, en disant ça. C'est David contre Goliath. Je suis le tout petit, ils sont nombreux, ils sont structurés, organisés, ils ont des moyens que j'ai pas. Mais ça me gêne pas, je continue mon truc, quoi. Pierre-Jean aussi a repris le combat, 15 ans après s'être fait laminer par l'Église, quand en 2001, il a osé poursuivre Jean-Michel Di Falco, un prêtre star à l'époque. J'avais 12 ans, j'ai été violé par le père Di Falco à Paris. Il y a quelque chose de précis et flou. L'image primaire, c'est qu'on est assis l'un à côté de l'autre sur ce fameux canapé en velours côtelé marron, et d'un seul coup d'un seul, je me retrouve allongé sur lui. Il y a eu effectivement des fellations qui ont été faites, donc, mais ça c'est plus tard, pas le jour même. Ça a duré de 1972 à 1975. C'est long. Pierre-Jean va vivre plus de 25 ans, rongé par son traumatisme, incapable d'en parler. Jusqu'en 2001. Je me retrouvais dans la position de quelqu'un qui se tait, comme l'Église, et qui ferme sa gueule et qui ne dit rien. Il faut que je sorte moi-même de mon silence, il faut que je le fasse. Il écrit alors une lettre au cardinal Lustiger, le supérieur du père Di Falco. Le cardinal va d'abord sembler accéder à la demande de Pierre-Jean. La terminaison, c'est on arrête la carrière de Di Falco. Je lui demande d'arrêter la carrière de Di Falco. C'est un prédateur, il a fait du mal, et puis bon, il m'a violé, quoi, point, c'est tout. Un seul, ça suffit. Et j'ai une réponse. J'ai une réponse, Lustiger accède à votre demande et arrête la carrière de Di Falco. Je suis assez surpris quand même. Je suis content, mais d'abord surpris. Une fois qu'on m'a dit ça, terminé. Je n'ai plus jamais de nouvelles de personne. Ancien porte-parole de l'Église, ami des people, la carrière du père Di Falco est alors à son zénith. Il doit être promu évêque. Mais la revue Goliath sort l'affaire, après avoir rencontré Pierre-Jean. La victime de Di Falco, je l'ai cru tout de suite. Parce que j'avais un certain background par rapport aux affaires de pédophilie, donc il était crédible. Le cardinal Lustiger est au courant. Le cardinal Lustiger veut mettre fin à la carrière de Monseigneur Di Falco, mais lorsque l'affaire sort, parce qu'on apprend qu'il va être nommé au Vatican pour échapper à la justice française, le cardinal Lustiger met en branle tout son système d'influence, y compris judiciaire, pour faire un classement sans suite. J'ai lancé quand même une affaire judiciaire. Il y a eu une enquête qui a été ouverte, qui a été diligentée. Ben, ils l'ont fait fermer quand même, sous prétexte de prescription. Ah bon? On pourrait pas déjà commencer un peu l'enquête pour voir s'il n'y en a pas d'autres, si c'est pas plus grave que ça, si on pourrait pas remonter justement à quelque chose qui n'est pas prescrit. On fait pas fermer une enquête comme ça. Pas par hasard. C'est qu'il doit y avoir d'autres choses, donc il y a des bras longs. Et ça va jusqu'à Bernadette Chirac, qui invite Di Falco à faire un Benedicite à l'Élysée. Mais ça vous assoit l'affaire. C'est fini. Vu que c'est une personnalité, que moi je ne suis rien, on va faire en sorte que la machine, elle dise que c'est horrible, qu'on attaque un homme d'église qui est formidable, blablabla. Monseigneur Di Falco a été le porte-parole de l'épiscopat français pendant 9 ans. Aujourd'hui, il est évêque auxiliaire à Paris. Et ce soir, il répond pour la première fois aux accusations de pédophilie. Est-ce que dans votre foi de chrétien, vous pourriez imaginer de mentir sur ce que le pape appelle le pire des crimes, finalement, celui de la pédophilie? Non. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Comment vous pouvez expliquer que cet homme qui vous accuse, que vous avez connu enfant, puisse inventer des faits pareils? Il est clair qu'il a été utilisé par un groupe. Donc, à travers moi, c'est pas tellement moi, finalement, qui compte, c'est ce que je représente, c'est l'Église, c'est l'ensemble de l'institution. En faisant pleurer l'intelligentsia ou son cercle people sur le fait qu'il était victime d'un complot ou d'une chasse aux sorcières, j'ai trouvé qu'on avait là une grande farce. Sauvé par la prescription, le père Di Falco reçoit de l'Église une sorte de promotion-sanction. Il est promu évêque, mais à Gap, le plus petit diocèse de France. Sa contre-attaque, une plainte en dénonciation calomnieuse, échoue par un non-lieu.
le procès qu'il m'intente pour une dénonciation calomnieuse, la justice rend un verdict assez clair qu'il n'y a pas de dénonciation calomnieuse. Ah ben s'il n'y a pas de dénonciation calomnieuse, il y a quoi alors? Et c'est là que silence radio. Silence radio. Aujourd'hui, Jean-Michel Di Falco, 76 ans, retraité, continue à officier, comme lors des obsèques de Mireille d'Arc. Pierre-Jean, lui, découragé, s'est longtemps renfermé sur ses souffrances. Jusqu'en 2016 et l'apparition de la parole libérée. J'étais très content d'entendre que des gens s'étaient réunis, avaient organisé un site. Ça, c'était très très fort. Et après, je me suis pris un choc en deuxième retour, c'est tout est revenu. L'horreur, les prostrations, les... Je me suis dit, il faut faire quelque chose quand même. C'est ainsi que Pierre-Jean est reparti au combat. 15 ans après l'échec de la procédure pénale, il assigne au civil, avec le même avocat, Maître Moquet. Une action en dommages et intérêts. Le père Di Falco nie toujours les faits reprochés. Il y a 15 ans, nous sommes attaqués à une personne qui fait partie du Gotha parisien, qui a introduit dans les milieux politiques, dans un certain nombre de milieux médiatiques, auprès d'hommes d'affaires et de familles importantes qui détiennent le pouvoir. Et tous ces gens-là se sont mis en branle pour essayer de sauver leur ami Di Falco. Le substitut Talek me disait que c'était remonté jusqu'au ministère. Alors je ne sais pas si c'était le Premier ministre ou le ministère de la Justice, mais a voulu que cette affaire ne sorte pas, quoi. Voilà, aujourd'hui, je ne sais pas quelles sont les pressions qui pourraient être faites. La différence aujourd'hui par rapport à il y a 15 ans, c'est que je sais à quoi m'en tenir. C'est la seule chose qui me reste pour pouvoir le condamner. C'est le civil. C'est une manière de montrer aux yeux du monde que cette personne-là a commis un crime. Sauf que c'est du civil, il n'ira pas en prison, c'est que de l'argent. Combien vaut mon préjudice? Combien vaut ma vie? En mars 2018, le tribunal de Paris a jugé que l'action civile de Pierre-Jean était également prescrite. Pierre-Jean a fait appel. C'est en justice aussi qu'attaque la parole libérée, mais en grimpant d'un cran. François, Alexandre, Pierre-Emmanuel et les autres ont cité à comparaître le cardinal Barbarin pour non-dénonciation. Quelles sont les parties civiles? Si le tribunal leur donne raison, cette procédure menace tous ceux qui ont protégé un pédophile, dont plusieurs évêques français. On ne veut pas un procès pour Barbarin, on veut un procès pour à la fois une institution, l'institution effectivement catholique, mais aussi toutes les autres institutions. Le problème, c'est que c'est le procès du silence. En attendant, l'ampleur réelle du fléau en France demeure obscure. Dans le monde, des enquêtes ont établi qu'environ 5% des prêtres seraient pédophiles. L'Église de France en reconnaît 10 fois moins. Moi, je soutiens que la pédophilie dans l'Église est beaucoup plus importante, dans l'Église catholique, est beaucoup plus importante que dans n'importe quelle autre institution. Regardez, il y a 27 cas de pédophilie dans l'éducation nationale en 2016. Il y a combien d'enseignants? 800 000. Il y a autant de cas de pédophilie dans l'Église catholique. Il y a combien de prêtres dans l'Église catholique? 12 000. Donc dans l'Église catholique, il y a beaucoup plus de pédophiles en termes de taux que dans n'importe quelle autre institution. Aux États-Unis, 4% de prêtres pédophiles. En Australie, 7% de prêtres pédophiles. En France, 0,4% de prêtres pédophiles dans ce qu'ils annoncent. Alors qu'ils ne comptent pas tous les prêtres qui ont été détectés par la parole libérée et par d'autres organismes et qui n'ont pas été condamnés. Donc pour moi, c'est un mensonge pur que de vouloir faire croire aux gens ces chiffres-là. Je peux vous dire, au niveau officiel à Rome, on considère que c'est 1% des prêtres. C'est faux. On a des statistiques qui m'ont été confirmées par un cardinal de la Curie à Rome, le cardinal Humes, qui m'a confirmé qu'il y avait bien plus de 20 000 dossiers
de prêtres pédophiles qui étaient instruits au Vatican. Il a reconnu qu'il y avait plus de 20 000 dossiers de pédophilie sur 400 000 prêtres dans le monde. Moi, ce que j'ai envie de dire, l'important, c'est que les victimes continuent à dénoncer et disent les choses, puis on verra. Je ne veux pas m'engager sur une bataille de chiffres, qu'est-ce que ça donnerait? Il y a effectivement dans l'Église catholique un vrai problème par rapport à la pédophilie. Et il est le plus important que dans n'importe quelle autre église et dans n'importe quelle autre institution. Parce que je crois que dans l'Église catholique, il y a un rapport à la sexualité qui est perverti. La sexualité est quelque chose de complètement tabou dans l'Église catholique. La sexualité est un péché. Que je sache dans l'Évangile, je n'ai jamais vu Jésus ergoter sur des questions de zizi. La sexualité qui devrait être heureuse, comme dit l'Église, ben là, elle devient un calvaire. La religion catholique entretient depuis des siècles une relation tourmentée avec la sexualité. Le diable n'est jamais très loin. Depuis le Concile de Latran, au XIIe siècle, elle est même la seule religion qui impose le célibat à ses prêtres. Une astreinte à l'exemplarité, plus de 1000 ans après Jésus-Christ. Mais comment vivre la chasteté? Là, c'est la question. Et quand on vous répond dans les séminaires que c'est par la prière qu'on combat la tentation et les désirs, je crois qu'on se plante cordialement. Comment peut-on lutter contre des tentations qui deviennent des pulsions par la prière? La prière peut beaucoup de choses. Mais la prière, est-ce qu'elle peut transformer un état de corps? Je ne suis pas sûr. Il y a le moule de la prêtrise qui institue le célibat obligatoire, qui fait qu'un certain nombre de prêtres qui n'étaient pas nécessairement pédophiles vont le devenir. Parce que le rapport à la sexualité, dans ce cadre-là, va faire qu'à un moment donné, eh bien, la peur de la femme et la facilité d'accès à un jeune, une jeune fille, un jeune garçon, va leur permettre de passer à l'acte. Et ça, l'Église catholique doit en rendre compte. Et elle refuse d'en rendre compte. L'Église fait face aujourd'hui à un défi existentiel. Déjà confronté à un déclin historique, le catholicisme parviendra-t-il à se réformer pour survivre au scandale des prêtres pédophiles? On voit ça chez les humoristes ou dans les plaisanteries aujourd'hui, prêtre égale pédophile. Voilà. Et il y a cette assimilation qui est vraiment aussi très douloureuse pour les prêtres. Et il y a beaucoup de prêtres qui souffrent de ça. C'est pour ça qu'un évêque, quand il entend parler de ça, il faut qu'il soit intraitable. L'Église n'a pas besoin de ça. Ce n'est pas le reflet de Dieu. Parfois, je me dis, mais des chrétiens ont peur, au fond, voilà, si on va parler de ça, mais alors ça va écorner l'image de l'Église. Mais non, jamais. Si l'Église accepte au contraire de faire une véritable révision et puis reconnaître ce qu'elle n'a pas fait, je crois qu'elle en sortira grandie. Je suis intimement convaincu que tant que les médias, l'opinion publique et le pouvoir laïque ne s'y mettra pas violemment, il ne se passera rien, que des effets d'annonce. Parler, libérer sa parole, pour les autres et pour soi-même. Je suis content d'avoir parlé, oui. Je me sens bien plus libre. J'encourage les gens à parler. Il n'y a que ça qui va vous soigner. Faut pas avoir peur. Voilà, j'ai dit au grand jour ce qui m'a toujours perturbée et voilà. Et j'ai envie d'avancer maintenant. Je peux pas dire que je vivais avant, c'est pas possible, je survivais avant. Aujourd'hui, je vis. Assez apaisée et plutôt résolue à continuer le combat. Mais plus sereinement qu'à une époque, ça c'est sûr. Parce qu'on est moins seul. Voilà. Olivier, lui, a demandé à témoigner devant tous les évêques de France, rassemblés à Lourdes.
pour leur faire entendre la parole d'une victime. L'Église a refusé. La conférence des évêques de France nous a bel et bien fermé ses portes. Et nos victimes, nous restons dehors. Et je crois que aujourd'hui, c'est vraiment là où nous en sommes. Et le chemin est encore long.